Salut à tous et bienvenue sur Colt et Gaulois. Comme chaque semaine, je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne où nous allons continuer ensemble d'essayer de mieux comprendre et d'analyser la culture des armes à feu aux US et notamment dans l'état du Kentucky où je vis aujourd'hui. Alors, j'avais envie de faire une petite série sur un sujet pratique. Je précise de ce qu'on va parler aujourd'hui et surtout sur la prochaine vidéo. C'est quelque chose qui est complètement légal dans le Kentucky et autorisé dans pas mal d'endroits aux États-Unis. Je vais parler de la protection du domicile. Qu'est-ce qu'on peut faire en cas d'un break-in, d'une personne ou de plusieurs personnes qui pénètrent dans votre domicile pour commettre des délits ou un crime. Et vous allez voir que sur cette question-là, aux US et dans pas mal d'États américains, on a une façon de voir les choses très différente de France et d'autres pays du monde. J'ai fait pas mal de formations et j'avais envie de vous partager un petit peu ce que les spécialistes de ce sujet conseillent de faire. Et attention, je le dis bien, quand on vit aux États-Unis. Aujourd'hui, par contre, on va commencer à parler de quelque chose qui est très important, qui va être le préambule à ma prochaine vidéo. On va parler de la Castle Doctrine et de Stand Your Ground. Alors, qu'est-ce que c'est que ces deux mots ? En fait, la Castle Doctrine, ça va concerner votre domicile. C'est une règle qui est appliquée sur tous les États américains. Par contre, chaque État la modifie plus ou moins selon ses envies et elle peut être plus ou moins dissous. Qu'est-ce que c'est la Castle Doctrine ? En gros, c'est assez simple. Ça veut dire votre maison, votre château. Ça veut dire que si quelqu'un pénètre par infraction pour commettre des crimes ou délits, vous avez la possibilité de vous défendre et d'utiliser des moyens létaux. Mais attention, ce n'est pas un permis de tuer, loin de là, et cette doctrine n'est pas appliquée de la même façon dans tous les États. Donc on va prendre par exemple l'État où je vis aujourd'hui, le Kentucky, qui est un État qui va laisser une certaine souplesse sur cette loi. Mais attention, on ne fait pas n'importe quoi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si quelqu'un pénètre par infraction, notamment dans votre domicile, et veut commettre un crime ou délit, donc ça peut être un vol, ça peut être une agression physique, un viol, bref, ça peut être beaucoup de choses. Ça veut dire qu'à ce moment-là, vous avez bien sûr la possibilité de vous défendre. Vous êtes dans un cadre où vous pouvez, selon certaines circonstances, utiliser des armes à feu. Quelles sont-elles ? Notamment dans le Kentucky. C'est assez simple. Si vous avez des raisons réelles de croire que votre agresseur peut mettre votre vie ou celle d'autrui en péril, vous avez le droit dans ce cas-là d'utiliser une arme pour neutraliser la menace. D'accord ? Mais soyons clairs, ça doit quand même être proportionné, simultané et bien sûr justifié. D'accord ? Je vais prendre un exemple simple. Si vous êtes en pleine nuit, vous dormez, quelqu'un rentre dans votre domicile par infraction, vous vous levez et vous êtes face à face avec un cambrioleur, par exemple. Ce cambrioleur est menaçant, il a peut-être une batte de baseball, un couteau, plein de choses possibles, peut-être une arme. Donc là, dans tous les cas, ça reste potentiellement une mise en danger de soi-même ou d'autrui. Une batte de baseball, ça peut tuer, un couteau aussi, une arme à feu bien sûr aussi. Donc si la personne se retrouve menaçante, vous avez tout à fait le droit d'utiliser votre arme à feu pour éliminer la menace. D'accord ? Bien entendu, il faudra faire quand même des sommations, il vaut mieux parce que derrière, il y aura une enquête, bien entendu, qui va déterminer si vous étiez bien dans le cadre légal. D'accord ? Si par exemple, le même cambrioleur rentre, il n'est pas armé, il n'est pas menaçant, il vous voit, il fuit directement en passant par la fenêtre, vous avez votre arme dans les mains et vous lui tirez dans le dos, il y aura dans le Kentucky des poursuites judiciaires, vous serez probablement mis en examen pour assassinat, meurtre, que sais-je, parce qu'on peut estimer à ce moment-là que vous n'étiez pas dans les conditions, votre vie n'était pas en danger et donc que le tir et l'utilisation de votre arme à feu n'était pas justifié. Il n'y avait pas de menace directe sur vous ou autrui à ce moment-là. Attention, ça c'est très important. Ce sera ensuite l'enquête de police qui déterminera
Et bien entendu, si les charges contre vous tiennent, ce sera un procès et après ce sera un jury ou un juge qui décidera de votre sort. Et on ne sait jamais vraiment ce qui peut arriver. Et aux États-Unis, ça peut coûter très très cher, des années et des années, voire des dizaines et dizaines d'années en prison, voire jusqu'à la fin de votre vie. Et sans compter en plus derrière un procès en civil que la victime, si elle n'est pas décédée, ou la famille de la victime peut faire contre vous et qui peut en plus vous ruiner votre famille. Donc attention, il faut faire très très attention. Bien entendu, c'est encadré. Il y a des États qui sont un peu plus souples, je pense au Texas, qui à partir du moment où on rentre, même si on vole et tout ça, on peut avoir un peu plus de justification pour tirer sans vraiment qu'il y ait une atteinte physique, en tout cas, sur une personne. Ça veut dire que si la personne est vraiment en train de cambrioler, et attention, il ne faut pas non plus que ce soit un enfant de 12 ans ou de 11 ans, là ça va sûrement se terminer au tribunal, ça peut être compliqué, mais si c'est un adulte qui est louche bien entendu et qui peut être menaçant, vous pouvez arriver à justifier le fait de tirer parce qu'il était chez vous, il représentait une menace, il n'avait rien à faire là et donc ça peut se justifier, mais attention, il y aura une enquête de police. Et on ne sait jamais vraiment des fois comment ça peut tourner, même si au Texas par exemple ils vont être plus souples sur cette question-là. Pas à l'abri que le juge décide quand même de vous envoyer en procès, et derrière on ne sait jamais comment peut réagir un jury. Donc attention, il faut faire très 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 attention, même dans un état comme le Texas. D'autres États, je pense à la Californie et autres, qui vont aussi avoir le stand ground, mais eux, ça va être utilisé beaucoup moins automatique. Ça veut dire que si déjà la police estime que, par exemple au Kentucky, la personne avait déjà une arme sur elle, là, on ne va pas remettre en question le fait que vous avez eu peur pour votre intégrité physique et que vous avez utilisé votre arme. On va aller directement, il y avait potentiellement une menace, on part du principe que c'était justifié plus facilement. Alors que dans des États comme la Californie, ça ne va pas être automatique, donc il va y avoir une enquête approfondie pour voir si psychologiquement et tout, vous étiez vraiment en état de peur, on va dire, pour votre vie réellement. Ils vont essayer de déterminer ça de façon très précise. Donc ça peut être aussi très très aléatoire, hein, parce que ça va être jugé par des psys, par des juges et tout ça. Et ils peuvent plus facilement décider de vous envoyer au tribunal et vous pouvez avoir un procès qui peut être très long, très coûteux et à la fin avec une incertitude sur le verdict. Donc attention, la Castle Doctrine, ce n'est absolument pas un permis de tuer, d'accord ? Soyons clairs, mais c'est une possibilité clairement, et spécialement dans certains États, de se défendre, de défendre les siens en cas d'intrusion d'une personne mal intentionnée. Ok, c'est très important de savoir un petit peu ça et surtout ce qu'on peut risquer judiciairement derrière, parce que vous allez voir la semaine prochaine sur ma vidéo, ça change pas mal de choses sur comment on conseille, les spécialistes vous conseillent, quand vous possédez une arme à feu, d'appréhender ce genre de situation. Ensuite, il y a le stand your ground. Alors ça, je ne vais pas trop en parler, je vais faire vite. Ça, c'est à l'extérieur du domicile. Tous les États ne l'appliquent pas. Le stand your ground, c'est en gros, s'il y a une menace, ça veut dire que quelqu'un vient vers vous pour vous agresser et vous sentez que votre vie potentiellement est en danger, vous avez la possibilité en tout cas de ne pas fuir et d'utiliser un moyen létal pour faire arrêter l'agression. D'accord ? Tous les États ne font pas ça. Un État comme la Californie ou New Jersey n'ont pas le stand your ground. Ça veut dire que quand vous êtes à l'extérieur de votre domicile, si vous êtes attaqué, agressé, la première chose que vous devez faire, comme ce n'est pas un État de stand your ground, première chose que vous devez faire, c'est essayer de fuir. Ce sera ce qui sera regardé en premier. Avez-vous essayé de fuir ? Avez-vous eu la possibilité d'éviter votre agresseur ? Si ce n'est pas le cas, vous avez choisi en premier de vous défendre avec une arme à feu, par exemple, vous avez utilisé l'arme à feu, vous serez poursuivi. Parce que la première chose légalement, dans certains États que vous devez faire, c'est fuir. Et si, par exemple, alors que vous avez essayé de fuir, votre agresseur vous a poursuivi et vous n'avez pas eu la possibilité de vous substituer à son attaque, là, vous aurez le droit d'utiliser une arme létale, si vous en possédez une, et potentiellement de faire arrêter le danger en blessant ou tuant l'agresseur. D'accord ? Mais il sera très important
que la première chose que vous avez fait, c'est d'avoir essayé de fuir et d'éviter la confrontation. Dans un état comme le Kentucky et bien d'autres, vous êtes en stand your ground. Si quelqu'un vous agresse, si vous choisissez la première option de faire face à votre agresseur, vous avez la possibilité d'utiliser une arme létale pour faire arrêter le crime ou le délit. À ce moment-là, si c'est justifié, il faut toujours qu'on garde une certaine proportionnalité, bien entendu. À ce moment-là, vous pourrez utiliser l'arme et normalement, si vous restez bien dans le cadre, bien entendu, il n'y aura pas forcément de poursuite pénale. Vous serez reconnu comme en légitime défense. Et aussi dans ces états-là, normalement, si vous êtes reconnu en légitime défense, ça devrait empêcher toute poursuite au civil. Ça veut dire vous pouvez être innocenté dans certains états niveau pénal, mais au civil, vous pouvez toujours être condamné. Par exemple, vous avez blessé gravement ou même tué votre agresseur. La famille ou l'agresseur lui-même, s'il est encore en vie, peut vous demander des dédommagements. Par exemple, s'il reste paralysé à vie, vous demandez à payer des centaines de milliers de dollars. Dans certains États, les poursuites au civil, même si vous êtes déclaré il n'y a pas de procès ou en légitime défense au pénal, vous pouvez toujours être condamné au civil. Dans certains autres États, comme le Kentucky par exemple, si vous êtes en stand your ground, que vous avez été déclaré en légitime défense, la famille de la victime, en tout cas de l'agresseur ou l'agresseur lui-même, ne pourra pas vous poursuivre au civil. Voilà. J'espère que j'ai été clair. C'était pour vous expliquer un petit peu ces deux concepts qui sont très importants pour les propriétaires d'armes à feu et pour ceux qui décident de porter aussi leur arme en dehors de leur domicile, parce que ça va vraiment dicter le comportement que vous devez avoir par rapport à certaines situations. La semaine prochaine ou dans 15 jours, on verra ça, je vous retrouverai pour une mise en situation suite aux formations que j'ai effectuées et je vous dirai par rapport à ces situations quels sont les conseils des spécialistes aux US, comment gérer ce type de situation de la meilleure façon possible. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine à tous et je vous retrouve très bientôt. Ciao!